Merci à tous, merci Chloé de venir. Donc Chloé Ridel. Si on fait une petite présentation rapide avant que tu fasses la tienne justement, donc Chloé, Nîmoise, Sciences Po, ENA. Dans ton parcours, si on remonte à 2018, c'est fondatrice présidente de Mieux Voter, donc qui visait à mettre en avant le jugement majoritaire qui a été utilisé en 2022 pendant la primaire populaire. 2020, c'est cofondatrice de l'Institut Rousseau pour un laboratoire d'idées pour, on va dire, concilier ce qui est refondation républicaine et écologie, enfin écologie politique. Ton livre, D'une guerre à l'autre, juste ici. Mais totalement parce qu'il est bien, donc il y a de la promo. L'Europe face à ton destin. Et désormais, depuis cette année, on a la chance de t'avoir en tant que porte-parole du Parti Socialiste. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, je suis ravie. Et du coup, la question c'est maintenant, ça c'était un peu le CV, mais comment est-ce que Chloé Ridel, en tant que politique, militante, se décrit? Un peu carte blanche à Chloé Ridel pour parler de Chloé Ridel. Eh ben, comment est-ce que je me décris? Moi, je me décris comme militante, quelqu'un d'engagé. Je l'ai toujours été, même avant d'entrer au Parti Socialiste, tu l'as rappelé. J'étais engagée dans le secteur associatif, dans le monde des idées. Moi, j'aime beaucoup écrire, lire, réfléchir, mais aussi agir. Et avec mon association, j'ai pu faire des choses concrètes pour promouvoir de nouvelles façons de voter. C'est pour ça que mon association s'appelait très simplement Mieux Voter, pour mettre en avant des modes de scrutin plus démocratiques, comme le jugement majoritaire, qui avait été utilisé lors de ce grand scrutin citoyen et un peu surprenant qui était la primaire populaire où 400 000 personnes ont voté pour la première fois autrement en France. Voilà, j'ai 31 ans, je suis une militante éco-socialiste. Et donc je suis ravie d'être invitée par vous. Avenir éco-socialiste, vous visez juste, parce que je crois que c'est la prochaine question, ce qu'est le socialisme au XXIe siècle, mais je pense qu'on est toute une génération. Moi je suis née en 91, donc je suis aussi le produit de mon époque. Je suis arrivée à l'âge adulte dans un monde qui se délitait un peu. C'était la crise économique de 2007-2008. Moi je suis arrivée à Sciences Po à 18 ans en 2009, donc on ne parlait que de ça, il y avait un chômage, et puis ensuite j'ai vécu à travers 10 années de crise ininterrompue. Après la crise économique, c'était la crise de la dette en Europe, ensuite c'était la crise migratoire, ensuite c'était le Brexit, ensuite c'était la pandémie, puis enfin la guerre en Ukraine. Donc on est une génération, moi j'ai grandi dans les années 90, c'était plutôt tranquille, c'était très optimiste. Et en fait après tout s'est dérobé sous nos pieds, donc on a une tâche de réinventer un nouveau monde. Je crois qu'on est dans une période de révolution intellectuelle, de la façon dont on pense le monde, dont on pense les relations au vivant, dont on pense les relations entre les hommes et les femmes, qui représente une révolution intellectuelle du même ordre, à mon avis, que celle qui a eu lieu au XVIIIe siècle avec les Lumières. C'est la tâche qu'on a devant nous. On a à la fois une tâche de déconstruction, de critique et de reconstruction. Voilà, donc très modestement, moi je m'inscris là-dedans. Et du coup, cette déconstruction-reconstruction, ça arrive justement à la question, le socialisme au XXIe siècle. Pourquoi finalement aujourd'hui, tu te retrouves en effet porte-parole du Parti Socialiste, qu'est-ce que ça implique pour toi, le socialisme au XXIe siècle, dans cette reconstruction dont tu parles? Moi je dis souvent que je suis arrivée au socialisme, et donc au Parti Socialiste, par l'écologie. À la base, ma formation intellectuelle, c'est plus André Gortz, Ivan Illich, que Marx, même si, et Léon Blum, même si maintenant je lis tout ce monde-là. Mais en fait, moi je pense que l'écologie ne peut être qu'un socialisme. Parce qu'on ne pourra pas respecter les limites planétaires sans réduire les inégalités. Le socialisme vise d'abord à l'égalité sociale, et puis à un monde meilleur, c'est tout simplement ça la définition du socialisme. On ne pourra pas respecter les limites planétaires non plus sans installer une gouvernance démocratique des biens communs, l'eau, la terre, les océans, sans installer une gouvernance démocratique des entreprises, sans reprendre le contrôle des moyens de production, sans collectiviser une partie des moyens de production. Et on ne pourra pas faire l'écologie sans faire payer aux riches la part de ce qu'ils doivent, parce que
l'écologie, c'est pas simplement un supplément d'âme du socialisme ou quelque chose qui lui permettrait de revivre. C'est justice sociale et justice environnementale, véritablement deux faces d'une même pièce, parce que ces injustices, l'injustice sociale et l'injustice environnementale, se recoupent. On sait que ce sont les riches qui polluent le plus. C'est 10% des plus riches de la planète qui émettent plus de 50% des émissions de CO2, et c'est 1% des plus riches qui polluent plus que 50% de la moitié la plus pauvre de la planète. Donc les riches polluent plus, et les pauvres pâtissent le plus des conséquences de ces pollutions, parce que ce sont les pauvres qui sont le plus exposés à la pollution de l'air, qui sont le plus exposés à la malbouffe. Ce sont les agriculteurs qui sont généralement assez pauvres, qui sont exposés aux pesticides, etc., etc. Donc il y a une inégalité de contribution au réchauffement climatique et une inégalité d'exposition aux conséquences du réchauffement climatique, et même une inégalité vis-à-vis des coûts que ça représente, la bifurcation écologique. On sait que ça a un coût, voilà, c'est chiffré, c'est même Jean Pisani-Ferry qui dit que c'est jusqu'à 2030 un effort d'investissement de l'ordre de 66 milliards d'euros par an. Donc ce coût, il faut qu'il soit partagé, parce que quand on est de la classe moyenne, de la classe populaire et même de la classe moyenne, je le dis dans ce sens-là, la bifurcation écologique, c'est quoi? C'est rénover son logement, c'est changer sa chaudière au fioul pour voilà, une chaudière biomasse, ça coûte très cher. C'est éventuellement changer son véhicule thermique pour un véhicule électrique. Donc ça représente 1 à 2 années de revenus pour les gens. Pour un riche, c'est pas le même effort en proportion de son revenu. C'est complet. Ça a le mérite d'être complet. Voilà. Donc le socialisme au XXIe siècle, c'est l'écosocialisme. Oui, et c'est vrai que c'est intéressant de la manière dont tu l'abordes, de pouvoir dire en effet écologiste, donc socialiste en fait. Il y a aussi cette vision. Oui, non, mais qui est intéressante du coup de pouvoir dire inévitablement les deux sont liés. Toi finalement tu es arrivé au socialisme par cette Absolument. L'Institut Rousseau, écologique. on travaillait vraiment sur l'écologie. On a, bien avant Jean Pisani-Ferry d'ailleurs, essayé de travailler sur ce que coûterait la bifurcation écologique en parvenant aux mêmes conclusions que lui. Donc on était centré vraiment sur l'écologie, avec le souci bien sûr de la justice sociale, une écologie sociale et démocratique. Et voilà, je suis arrivée comme ça. C'est vrai que dans l'autre sens, on pourrait dire je suis socialiste, donc et je deviens écologiste. Oui. C'est plutôt l'inverse. Merci beaucoup. Du coup, on va passer au petit moment ludique. Ah, ça j'adore. Au moment ludique de la séquence sur socialiste ou pas socialiste. On a sélectionné quelques citations et à toi d'essayer de voir. Ça peut être piégeux, mais c'est pas grave. Alors, la première citation. Donc, ne soyons plus anglais, ni français, ni allemands, soyons européens, ne soyons plus européens, soyons hommes, soyons l'humanité, il nous reste à abdiquer un dernier égoïsme, la patrie. Je me demande si c'est pas Victor Hugo, mais... Oh là là. Bravo. Au moins une bonne réponse. Non mais là on est en plus sur l'auteur direct, c'est parfait. Alors, du coup, à quoi est-ce que tu as une réaction sur la citation? Est-ce que ça te parle? Oui, j'ai justement une réaction parce que moi, bon, lui, c'est un homme de son temps, c'est un homme du 19e siècle. Moi, je considère que quand on est français, quand on est anglais, quand on est allemand, on est européen, de fait. C'est pas l'un ou l'autre. Oui. Et lui, dans cette phrase, c'est comme s'il opposait. C'est-à-dire qu'on n'est plus français, on est européen. Non. On est en même temps français et européen. Et d'ailleurs, ces deux sentiments d'appartenance qu'on a longtemps essayé d'opposer, en réalité, se renforcent mutuellement. Suivant. L'histoire sociale enseigne qu'il n'y a pas de politique sociale sans un mouvement social capable de l'imposer. En conséquence, la question est de savoir comment mobiliser les forces capables de parvenir à cette fin et à quelles instances demander ce travail de mobilisation. J'hésite. Je vais peut-être dire une mauvaise réponse, soit Léon Blum, soit Jaurès. Ah non. On a du Bourdieu. Super. Et de même, réaction, commentaire, est-ce que ça te parle? Il a raison. Et c'est tout notre défi d'ailleurs avec l'écosocialisme, c'est d'arriver à faire comprendre que les travailleuses et les travailleurs d'un côté, la terre de l'autre,
ont un même adversaire qui les exploite. C'est le capitalisme financiarisé et toute la minorité de puissants qui maintient cet ordre. Et donc c'est un défi de pouvoir conscientiser toutes ces pans cette grande majorité de la population qui a intérêt à l'écologie sociale, mais qui est balkanisée, divisée, en plus dans la société dans laquelle on vit, où on dit qu'il n'y a plus vraiment de classe, mais oui. tu vois, c'est plus difficile de créer du commun dans notre société. Mais c'est le défi que nous avons et c'est la condition essentielle effectivement pour mettre en place ce que l'on veut faire. Dans nos défis, je suis d'accord avec ce que dit Bourdieu. Refaire socle commun, du coup aussi. Parfait. Et du coup, la dernière citation du quiz. L'Europe doit se fixer un nouvel objectif existentiel qui pourrait être la défense de son modèle de civilisation dans un ordre international chaotique et multipolaire. Elle doit cesser de s'effacer en faisant valoir ce qui la différencie, le libéralisme démocratique et l'État social, dont découle une certaine idée de l'écologie différente de l'écologie autoritaire à la Chine ou technosolutionniste aux États-Unis. C'est de moi. C'est en effet. C'est gentil. C'est gentil. Oui, c'est une phrase issue de mon livre qui s'appelle D'une guerre à l'autre, où en fait je reprends l'histoire européenne depuis le début du XXIe siècle à travers le prisme qui est le mien, que j'ai essayé de vous décrire tout à l'heure, c'est-à-dire d'une jeune femme, donc j'ai 31 ans, je me fais vieille, mais de la façon dont moi j'ai vécu cette histoire européenne, dont la façon dont j'ai vu, et notamment à travers mes fonctions professionnelles, parce que moi j'ai travaillé 7 ans dans les affaires européennes, enfin à Bruxelles, à Paris, en Roumanie, dont j'ai vu un monde s'effondrer. Le monde de la première idée européenne, de l'Europe du XXe siècle, qui en fait s'est complètement heurtée aux nouvelles réalités du XXIe, une Europe qui avait été construite sur 3 piliers, le pilier de la paix, celui du fédéralisme et celui du marché. Et ces 3 piliers-là, dans le XXIe siècle, se sont progressivement évanouis, périmés, et on s'est retrouvé sans véritable orientation, sans cap pour l'Europe, sans projet européen véritable. Et donc, dans ce livre, j'essaie d'en définir un nouveau projet européen, et je pense que pour définir ce projet européen, il faut d'abord se fixer un objectif existentiel, parce que c'est comme ça qu'on crée du commun entre plusieurs nations qui ont chacune leur identité, leurs intérêts. Il faut trouver un objectif qui puisse nous rassembler, une raison d'être à notre union et à notre coopération. Et cet objectif existentiel-là, plutôt que la paix, puisque la paix sur notre continent, elle a été acquise depuis 1989, on peut dire qu'elle est fragile et tout ce que vous voulez, mais c'est plus mobilisateur, ça n'est plus un moteur suffisant. Et donc je pense que dans le monde dangereux, instable, qui fait peur aux gens, dans lequel on vit, sur le plan écologique, sur le plan des guerres, l'Europe, on voit que c'est un creuset commun, et que nous avons un modèle de civilisation qui est commun, un mode de vie. C'est bien la raison pour laquelle les Ukrainiens veulent nous rejoindre. Ils ne veulent pas nous rejoindre pour notre couleur de peau, notre religion. L'identité européenne, elle n'est pas racialiste ou religieuse. Ils veulent nous rejoindre parce qu'ils veulent vivre comme nous. Ils veulent avoir les mêmes institutions démocratiques, même s'il y a toujours matière à progresser, que nous. Ils veulent en finir avec la corruption, ils veulent nos systèmes de redistribution sociale, etc. Et donc il y a un mode de vie européen, on en a vraiment pris conscience, je pense, d'autant plus à travers cette volonté farouche des Ukrainiens de se battre jusqu'à la mort pour pouvoir nous rejoindre. Et donc ce mode de vie, il est précieux, il nous différencie du reste du monde, et nous devons le défendre, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Donc ça, c'est un objectif, à mon avis, rassembleur, de dire qu'ensemble, on sera plus fort pour préserver notre mode de vie, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Parfait. Et puis, ça ne suffit pas. Au-delà de cet objectif-là, cette raison d'être, après, il faut un programme. Un programme. Et ce programme, c'est l'éco-socialisme. Peut-être qu'on va en parler. Voilà. Et on va enchaîner justement, le fait qu'on parle d'Europe est une très bonne... merci d'avoir fait la transition pour nous. Du coup, la question clé
Pour toi, Chloé, c'est à quoi ressemblerait finalement une Europe socialiste? Demain, les socialistes prennent le pouvoir. À quoi ça ressemble une Europe socialiste? C'est une Europe très différente de l'Europe actuelle déjà. L'Europe n'a pas du tout été construite dans un logiciel socialiste, on le sait, on a perdu une bataille, c'est-à-dire que, et paradoxalement, l'Europe a vraiment accéléré sous Mitterrand avec la création du fameux marché unique. Donc c'était un socialiste aux commandes, mais qui a tout cédé sur le socialisme pour faire l'Europe. Et il a lâché trop de choses, c'est-à-dire qu'il a accepté qu'on construise un marché, qu'on libéralise les flux de biens, de capitaux, de personnes, sans réguler et harmoniser nos normes sociales et environnementales. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez ouvert les vannes? C'est le marché qui vous dicte les normes et qui les ramène vers le bas en l'occurrence. Donc, on l'a vu, je crois que la moyenne de l'impôt sur les sociétés en Europe, en 93, donc un an après l'ouverture du marché unique, c'était 33% d'impôt sur les sociétés, le taux moyen. Et en 2017, c'était tombé à 23%. Donc on voit bien quel est le résultat de ce système de Maastricht, qui a été une dégringolade vers le bas des taux de fiscalité, mais aussi un détricotage, une incitation au détricotage des normes sociales, des normes environnementales, bref, de tout ce qui faisait précisément l'identité européenne, le cœur de notre mode de vie. Donc ça, c'est criminel. Et ce sont des petites erreurs, je vous invite à lire, si ça vous intéresse, le verbatim de Jacques Attali, qui était le conseiller spécial du président Mitterrand, et qui a écrit 3 tomes de verbatim, vous prenez des notes tout le temps. C'était aussi le Sherpa de François Mitterrand. Le Sherpa, ça veut dire que c'est son représentant pour préparer les négociations européennes. Et il décrit parfaitement, au moment de Maastricht, la façon dont François Mitterrand abdique face à l'Allemagne, pardon d'utiliser ce terme, mais au début, François Mitterrand dit si on fait le marché unique, il faut d'abord qu'on harmonise nos normes fiscales et sociales. Il n'y aura pas de libéralisation sans harmonisation préalable. Et puis il lâche. Voilà. Et ça vous montre à quel point de petites renonciations, parfois, de petits renoncements en politique, peuvent avoir d'immenses conséquences sur des dizaines et des dizaines d'années. Bref, donc j'étais un peu longue, mais à quoi ressemblerait une Europe socialiste? Déjà, une Europe où le marché ne mettrait pas en concurrence les travailleurs, les travailleuses et les systèmes de redistribution sociale et les systèmes fiscaux. Donc pour ça, il faut changer la façon dont on a construit notre marché. Il ne faut pas faire de la concurrence libre et non fausser l'objectif principal. Il faut que cet objectif-là de concurrence qui se justifie, parce que pour le consommateur, ça a des gains, la concurrence, c'est évident, pour la qualité des services, etc. Mais que cet objectif-là n'ait pas préséance sur l'objectif de l'égalité sociale et de l'écologie. Donc il faut réformer les règles du marché, il faut aussi réformer des règles commerciales. Pour là aussi protéger notre marché. Quand on s'applique des règles à nous-mêmes, on ne va pas importer dans notre marché des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles. Il faut aussi que, et on en parle beaucoup, vous avez reçu Aurore Laluc avant, on mette en place des impôts au niveau européen, puisque c'est une échelle pertinente pour le faire, de récolter une taxe sur les super-profits. Ça a été fait pendant la pandémie, taxe sur les super-profits des entreprises énergétiques européennes, on renforce la taxe carbone aux frontières qui vient d'être mise en place au niveau européen. Il y a des progrès ces dernières années qui sont significatifs. Cette taxe carbone-là, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, c'est comme un droit de douane écolo, pour essayer de limiter les émissions de CO2 importées en Europe. Mais cette taxe, elle est très restreinte, donc il faut l'appliquer à tous les produits. C'est ce qu'on va défendre dans le programme pour les européennes de l'an prochain. Et donc cette taxe-là, ça permettra de récolter de l'argent pour, pourquoi pas, financer un fonds social européen qui existe déjà, mais qui est très embryonnaire, pour aider les ménages les plus en difficulté face au coût de la bifurcation écologique, pour aider les régions qui ont été sinistrées ces dernières années par la désindustrialisation, pour financer aussi les services publics. Donc l'Europe peut vraiment être un levier de protection écologique, sociale et démocratique aussi.
On voit que pour tous les pays d'Europe centrale, moi j'ai vécu en Roumanie, l'Europe apparaît comme un recours face à des gouvernements corrompus. Il n'est pas dit qu'en France on n'ait pas besoin un jour de l'Europe face à Darmanin et consorts pour défendre, rappeler la liberté de manifester, rappeler que la police doit faire un travail républicain et utiliser la violence de façon proportionnée. Enfin, donc Europe, levier de protection, levier de stabilité dans un monde dangereux et inquiétant. Et ça, c'est la tâche qui est devant nous. Et il y a une brèche qui s'est ouverte, puisque je l'ai dit, depuis 4 ans, l'Europe a énormément avancé. Elle a commencé à changer. Le système de Maastricht, que je mentionnais au début, s'effondre, puisque on a suspendu les règles budgétaires depuis la pandémie. On a assoupli les règles en matière de réglementation des aides d'État. On restreignait les aides de l'État. Et là, on permet plus un État stratège qui intervient dans l'économie. On a remis en cause le libre-échangisme à tout crin. Donc, le système de Maastricht s'effondre progressivement. Et en 2024, c'est hyper important ces élections parce qu'il y a une brèche qui s'est ouverte, elle peut se refermer, mais il faut qu'on soit le plus d'élus de gauche et d'écologistes possible au Parlement européen pour parachever cette bascule de l'Europe qui commence à s'opérer et empêcher que... Parce qu'il y a des forces réactionnaires face à nous, les libéraux qui veulent en revenir au monde d'avant, à l'austérité, à la concurrence à tout crin, et puis surtout aussi aux extrêmes droites qui ont une idée très précise de l'Europe, qui ne sont pas du tout les nationalistes d'antan, qui se pensent à l'échelle européenne, qui se coordonnent beaucoup mieux d'ailleurs que les gauches à l'échelle européenne, et qui savent très bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent utiliser le budget européen qui est pas très gros pour financer des murs aux frontières, ils veulent restreindre le droit des femmes à avorter, ils veulent persécuter les minorités religieuses, homosexuelles. Je ne sais pas si c'est l'image qu'on a envie de donner de l'Europe. Donc il y a vraiment un enjeu l'an prochain. C'est vrai qu'on le voit avec Giorgia Meloni en ce moment, et on en parlera très certainement cet après-midi avec Sophie Roch du coup. Et on a une question qui nous est posée, et c'est vrai que c'est une question qui peut faire débat à gauche. Finalement, pour un prérequis à une Europe socialiste, est-ce que c'est pas une Europe fédérale ? Alors, c'est une bonne question. Moi, c'est honnêtement un thème qui me stimule beaucoup intellectuellement parce que j'ai beaucoup bougé. Moi, je suis quelqu'un qui me définit d'abord par la curiosité intellectuelle. Donc, j'aime apprendre. J'aime apprendre. Au début, quand j'avais 20 ans, je travaillais au secrétariat général des affaires européennes, j'étais en stage. Et j'étais la petite main où je faisais des comptes rendus pour des groupes de travail qui réunissaient des diplomates et des fonctionnaires du Trésor, la direction générale du Trésor, qui réfléchissaient à l'avenir de la zone euro. Et à cette époque-là, moi j'étais hyper fédéraliste, je disais bah oui, c'est vrai que c'est efficace, c'est comme ça qu'il faut faire, ce sera beaucoup plus efficace, comme ça les États-nations ils arrêteront de nous emmerder et puis on fera rouler les choses, tout ira mieux. Ensuite, je suis devenue l'inverse quelques années plus tard, et puis ensuite... Aujourd'hui, je suis plus dans un constat qui est de dire que les États-nations sont des réalités tangibles, qu'on peut transférer des compétences, mais on ne peut pas transférer la légitimité démocratique. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas aussi simple. Il faut tenir compte de ça. Que l'Ukraine, la guerre en Ukraine, elle a montré que le sentiment d'appartenance à la nation, puisque nous on agite des drapeaux ukrainiens partout, et le sentiment d'appartenance à l'Europe, l'amour pour la nation en fait, pouvait être ensemble, commun, et ça c'est très nouveau dans l'histoire européenne, depuis les années 50, où on nous avait dit soit l'un soit l'autre, soit c'est l'Europe, soit c'est votre nation. Et là les Ukrainiens en fait, pour sauver leur nation, ils veulent appartenir à l'Europe. Et ils aiment l'un parce qu'ils aiment l'autre. Et donc, je crois que si on dit aux Ukrainiens, vous allez en fait rentrer dans une fédération où votre constitution, c'est quoi la définition d'une fédération ? Peut-être partir de là. C'est une organisation politique où vous avez une constitution fédérale qui a préséance sur la constitution des États fédérés. Ça n'est pas le cas en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une primauté du droit européen sur les lois, mais pas sur les constitutions nationales. Il me semble que c'est quand même important. Et la constitution nationale
a toujours préséance dans l'ordre juridique interne et je trouve que c'est bien et ça n'empêche pas la coopération. Donc moi, sur le fédéralisme, c'est un débat qui n'est pas terminé à l'intérieur de moi. J'entends qu'il y a des fédéralistes qui ont des arguments très convaincants parce qu'ils disent qu'après tout, ce sera plus ordonné, plus visible, plus transparent. Moi, je pense qu'il y a plusieurs obstacles pour le fédéralisme européen, notamment l'obstacle de la langue. Nous n'avons pas de langue commune, en tout cas pas à ce stade. Pas d'espace public commun. Ça commence à se construire, mais il n'y a pas de médias véritablement européens où chacun s'abreuve des mêmes informations. Il n'y a pas de croisement de nos mémoires nationales. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on ne peut pas le faire à la marche forcée. Si vous regardez la façon dont le fédéralisme américain s'est construit, c'était de façon violente. Ça ne pourra pas se passer en Europe. Et je pense qu'il ne faut pas céder à la tentation de plaquer sur l'Europe des modèles d'organisation connus, tout fait, parce que ce qu'on a construit est inédit dans l'histoire de l'humanité, profondément original. Nous sommes ni une fédération, ni une confédération. Entre les deux, nous sommes l'Europe. Et nous devons être fiers de ce que nous avons inventé, parce que moi je crois que c'est assez clair. Vous avez un Parlement européen, où il y a des gens qui sont directement élus par le peuple européen, et vous avez un Conseil, où il y a des gens qui sont aussi élus directement par le peuple européen, puisque ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Et donc c'est deux légitimités un peu différentes, mais qui se complètent et qui dialoguent. Et moi, je trouve que c'est bien. Il faut simplement, à mon avis, renforcer beaucoup plus les pouvoirs du Parlement européen, parce que ce n'est pas un vrai Parlement. Il n'a pas de pouvoir de lever l'impôt et d'initiative en matière législative. Super. C'est vrai que ça fait écho du coup à la citation de Hugo tout à l'heure, où tu disais très bien justement qu'on peut être français, allemand, ukrainien et européen à la fois. Il n'y a pas forcément besoin de choisir, s'effacer. Voilà. Ah, et donc, maintenant qu'on a fait tout ça, les questions, la baguette magique. Waouh. Donc, Marraine la Bonne Fée s'est penchée. On a moyen de changer quelque chose. On a une baguette magique. Qu'est-ce qu'on fait ? Tellement de choses. On rénove tous les logements pour les rendre sobres en énergie. Ça, c'est une mesure socialiste, éco-socialiste emblématique, puisque c'est quelque chose qui va réduire la consommation d'énergie, qui va augmenter votre confort et qui va réduire votre facture d'électricité. Une autre chose, je pense, c'est vraiment les transports. On sait que la voiture est un des problèmes majeurs, parce qu'on a construit une société autour de la voiture, on a aménagé l'ensemble du territoire avec des routes qui par ailleurs sont construites avec du béton, qui renforcent les îlots de chaleur, etc. Bon, qui posent d'autres problèmes autour de la voiture et on a fait de la voiture individuelle un rêve. Moi, tu l'as dit, je suis nimoise. C'est un territoire qui est assez périurbain. Ma famille est originaire d'un petit village à 20 km de Nîmes et donc quand j'étais adolescente, je me sentais complètement enfermée dans mon village pour sortir le vendredi et le samedi soir. Mes parents étaient obligés de m'amener en voiture. Et donc moi j'ai eu mon permis à 18 ans et demi, si tu veux. Parce que la voiture est une libération et le permis est quelque chose qui était synonyme de liberté. Donc on a vraiment associé la voiture individuelle à un rêve. Et donc non seulement il faut essayer de rendre la voiture... de sortir de cette civilisation de voiture, il faut trouver des alternatives à la voiture, mais il faut trouver aussi un rêve alternatif à celui de la voiture. C'est très difficile. Je pense qu'il faut construire déjà des voitures plus petites, qu'il faut avoir conscience que 90% de son temps de vie, la voiture est immobile au parking, donc il faut partager les voitures sans que ça apparaisse comme une contrainte, inventer des systèmes de covoiturage avec des déverrouillages par Bluetooth qui permettent de s'inscrire sur un planning, de prendre la voiture, enfin il y en a suffisamment pour se le partager, inventer des systèmes de partage comme ça de la voiture un peu innovant. Faut financer le vélo électrique massivement. Il y a des régions qui le font, mais pas assez, avec des voies de vélo sécurisées. Il faut savoir que les déplacements en voiture, je crois que c'est 2 km, 50% des déplacements en voiture dans notre pays, c'est 2 km. En vélo électrique, ça se fait en un clin d'œil. Voilà, c'est des mesures aussi baguettes magiques. Puis le train, il faut, quand je parle des transports, il faut faire en sorte que le train soit pas plus cher que l'avion. Donc il y a des pays socialistes en Europe, comme l'Allemagne, comme le Portugal, qui mettent en place des billets de train peu chers. Par exemple, l'Allemagne avec le fameux billet à 49 €, qui permet de prendre tous les mois de façon illimitée
les lignes régionales et dans les métropoles. Ça marche très bien. Il y a Carole Delga en Occitanie, qui fait le train à 1 euro pour les jeunes. Donc ça marche très bien aussi. Donc il faut vraiment faire une politique du train hyper offensive et enfin taxer le kérosène des avions. Et c'est vrai qu'on le voit bien, ce sont des mesures qui finalement aident, tu t'en parlais en introduction, mais finalement les classes populaires, les classes moyennes, et ce sont finalement, là aussi, la raison pour laquelle ce sont des vraies mesures socialistes et éco-socialistes. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Du coup, et maintenant, histoire de compléter, on a eu Véro, on a eu Aurore, dessinons le socialisme. Donc tu as notre canevas, tu as de quoi dessiner juste à côté de toi. Alors je vais vous dire. Et donc tu as le choix. Ce moment va rester dans les années. Je dessine très mal. Alors là j'ai une inspiration. Allez. Je vais faire la Terre, notre belle Terre, en rouge. En rouge. En rouge. Ah oui. Alors là je vais dessiner la conquête de l'espace, c'est Mars. les États, l'Amérique, là l'Europe. L'Europe, vous savez qu'on est plus en longueur qu'en largeur. Il y a plus de kilomètres du nord au sud que de l'est à l'ouest. Ah. Ouais, j'ai appris ça il y a pas longtemps, j'étais contente. La Russie, la Chine. Bon, c'est très l'Inde. Tout ça est vraiment. Cac. C'est horrible. C'est pas grave. Et là, je vais dessiner en vert. En vert. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a eu la terre rouge. Et là, hop, une femme et un homme. Ah oui, et attendez, parce que... Les faire bébé sur la tête. Non mais c'est niveau maternel. Je pense pas que je ferais aussi bien, donc on peut pas faire de commentaires là. C'est... Voilà, c'est catastrophique, mais je vais expliquer ce que j'ai voulu faire. Ok. Normalement ils ont une main, la terre a une main, ils se tiennent par la main. Ok. La terre en rouge, les travailleurs en vert. Faire en sorte que voilà, tout ça est lié, qui se tiennent la main. Parce que ils ont un même adversaire qui les exploite et qui les fait souffrir. Qui est le capitalisme néolibéral financiarisé. Voilà ce que je veux dire. Ça peut symboliser avec quelqu'un qui déciderait beaucoup mieux l'écosocialisme et la logique. On se tient pas la main, on est ensemble, travailler, la terre, le vivant. Ça mériterait de lâcher l'international soudainement. On va la chanter. Mais d'ailleurs, il faudrait inventer une nouvelle chanson éco-socialiste. C'est vrai. Des chants. Allez-y, si vous avez l'inspiration. C'est ça, il va falloir qu'on trouve des compositeurs, des paroliers dans le, voilà, c'est ça. dans le groupe. Climat. Il y a ça. Il y a de l'inspiration, tu as lancé quelque chose. Mathilde Caillard. Pour continuer dans le côté un peu drôle aussi, ouais. Anecdote de militantisme, d'université, je sais pas comment tu veux l'orienter, mais peut-on. J'ai pas préparé ça, parce que je vais vous raconter. J'ai plein d'anecdotes. On fait de l'impro. Non, mais il n'y a rien qui me vient là, honnêtement. J'en ai mille et en même temps, je sais pas laquelle choisir. Ou même peut-être à cette université, c'est vrai que c'est ta première université en tant que porte-parole. Comment tu le vis ? Pas mal avant. Bah écoute, très bien. Je suis très contente d'être ici, de pouvoir croiser tout le monde en vrai. C'est rare d'avoir des moments de rassemblement comme ça. Hier, j'ai animé un débat en plénière avec tous les partenaires de l'Union de la Gauche. C'était super, avec Benoît Hamon qui a été applaudi, Stand Innovation. Voilà, avec Marie Fessin, avec Emmanuel Morel, avec Aurélie Trouvé. On a parlé européenne, mais sans pour autant, gentiment, sans pour autant se taper dessus, au même moment où Ségolène Royal annonçait sa candidature. Sa proposition de candidature. Honnêtement, cette propension
à se croire le Messie, la femme attendue, sans dire quoi que ce soit sur le fond, m'interpelle énormément. Voilà. Mais bon, ce sera pour... c'est un autre sujet. Pour d'autres débats sur d'autres plateaux. Parce que vous en pensez d'ailleurs, c'est plutôt à vous de... Disons que les... Spontanément, ça m'intéresse. Non, mais je pense que tu as totalement raison sur la notion... Enfin, on est normalement à gauche, on n'est pas censé attendre, comme tu l'as très bien dit, le Messie, l'homme providentiel. Ça, c'est plus justement des notions de droite, des questions, historiquement, j'ai envie de dire bonapartistes, ce genre de choses, où on est sur, normalement, justement, parce qu'on est des partis de gauche, c'est aussi d'où viennent toutes nos notions de courant, de théo, de motion, on se tape souvent un peu sur la gueule, mais aussi... Nos diversités font qu'on n'est pas censé attendre la personne derrière laquelle on va tous se ranger et il n'y a pas une tête qui dépasse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des candidatures comme ça, en tout cas moi c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que des candidatures comme ça qui débarquent pour dire « Vous inquiétez pas les cocos, je suis arrivé, on va faire l'union de la gauche et ça sera derrière moi », et ça, moi en tout cas, on a à peu près le même âge, j'ai un an de moins que toi, et c'est vrai que moi en tout cas je le vis pas bien. En tout cas, je le vois et je fais non, en fait. C'est pas une candidature pour laquelle j'ai envie de voter parce qu'elle correspond pas à ma culture politique. Il faut qu'on s'impose, nous, les jeunes. Voilà. Parce que moi, quand j'entends aussi Bernard Cazeneuve ou François Hollande qui voudrait, pareil, prendre la tête d'une liste ou se représenter... En fait, j'ai envie de dire qu'on a beaucoup de respect pour eux, ils ont eu des fonctions éminentes, ils ont pas fait tout bien, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Ils ont même trahi parfois. Mais pour autant, on peut venir leur demander des conseils si on en a besoin, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus être sur le devant de la scène. Il faut qu'ils laissent d'autres faire. Et ça, c'est quelque chose que je vis très mal parce que tu l'as bien rappelé, à gauche, ça ne peut pas être ça notre culture, quoi. Des gens qui s'accrochent irrémédiablement, alors même qu'ils ont déjà été en situation de responsabilité et qu'ils ont failli. François Hollande a notamment à se représenter. Ça ne peut pas dire qu'ils ne seront pas utiles, qu'ils ne pourront pas nous donner des conseils et tout, mais il faut qu'ils acceptent de laisser la place. Et le problème, c'est que, aussi bien Ségolène Royal que François Hollande, en fait, ils prennent de la place à notre place. En effet. Et ça plus aussi le renouvellement politique. Donc, je pense que c'est quelque chose contre lequel il faut qu'on s'exprime peut-être plus fortement et qu'on arrête de se laisser faire passivement face à ça. Et en plus, ce genre de déclaration, ça mobilise beaucoup d'énergie et ça peut créer justement beaucoup de conflits, même entre les partis et à l'intérieur des partis. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas du tout de fond et on ne parle pas du tout de programme. Oui, c'est aussi très frustrant. C'est très frustrant, c'est vrai, tout à fait. Et désormais, le conseil lecture. Est-ce que un livre de chevet en ce moment Oh là là, j'en ai... mon livre de chevet en ce moment, c'est le dernier livre de Judith Butler qui s'appelle La force de la non-violence. La non-violence est quelque chose à laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment. Parce que, notamment, après les émeutes que nous avons vécues dans notre pays, on a bien vu que cette violence-là ne produisait pas de politique véritablement, que les conséquences ont été assez dramatiques, déjà pour la destruction des services publics de ces quartiers, mais aussi pour ce que ça a eu comme ça a servi d'alibi à une dérive autoritaire du pouvoir, à une politique répressive, et puis ça a fait monter de 10 points un Rassemblement national. Donc il faut que tous ceux qui à gauche encouragent ce type de méthode doivent vraiment s'interroger. Je pense qu'il faut réfléchir à récupérer, nous c'est notre travail en tant que politique, à donner un débouché pacifique et non violent à ces luttes. La non-violence, ça n'est pas le calme, parce que Mélenchon a installé le débat de façon très caricaturale à mon sens. Il a dit « nous n'appelons pas au calme ». Mais les non-violents n'appellent pas au calme. Nous appelons à la non-violence, c'est différent.
La non-violence, c'est la désobéissance civile, c'est les manifestations, c'est les revendications, c'est des actions parfois de sabotage, c'est plein de choses. Oui. Et l'histoire a montré que dans d'autres pays que le nôtre, mais dans une majorité de pays en fait, et de luttes, ça permet de déboucher plus que la violence, et surtout ça permet de déboucher sur une société qui est plus démocratique et plus féministe. Et ça, moi, j'y tiens personnellement. Oui. Ce ne sont pas les femmes qui participent aux émeutes. Je pense que c'est aussi bien de le dire. On peut décider de ne rien en dire, mais moi, je trouve que c'est important. Donc voilà, Judith Butler, c'est une grande féministe, philosophe du féminisme, et elle a écrit ce livre qui s'appelle La force de la non-violence. Mais bon, comme on est chez Avenir éco-socialiste, je recommanderais aussi le livre de Paul Magnette, La vie large, voilà, qui est aussi mon livre de chevet, Évidemment. de façon permanente. Et on apprécie beaucoup. Et évidemment, on va aussi conseiller ton livre. On en a parlé, mais c'est vrai que, et tu en as parlé aussi par rapport à la citation de tout à l'heure, et c'est vrai que on ne peut que conseiller. Merci sur beaucoup. Voilà. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Ah, mais merci d'être venu. Avec plaisir. Et à très bientôt. À très très vite. Normalement, on est de retour. Et ben voilà, la question va être désormais de débriefer un peu cette super intervention de Chloé. Ça a été passionnant. Ouais. Et pour tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Si vous voulez voir le reste aussi des lives de la journée, être averti, et les lives futurs qui arriveront, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on en a pensé est-ce qu'il y a un moment marquant dans ce dont vient de parler Chloé, sur lequel par exemple, toi, Cléo, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais rebondir sur ce que vient de dire Chloé Ridel? J'ai trouvé que c'était très intéressant de parler donc d'une Europe socialiste, parce qu'elle a dit au début donc, que au moment où c'était même Mitterrand qui a participé à véritablement mettre en place un peu plus l'Europe, en fait il a complètement lâché, que ce soit aux libéraux, que ce soit plus à la droite, etc. Il a lâché l'aspect socialiste comme ça, c'était donc avec des règles de marché, etc. Et du coup, c'est le fait de dire qu'une Europe socialiste, ce serait très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. On en avait parlé un peu avec Aurore Lalucq aussi, oui. C'est des questions de toute façon aussi de fiscalité, c'est des questions aussi même à notre niveau de toute façon avec les partis, parce qu'elle disait que autant la droite, l'extrême droite, ils savent très bien s'organiser et se coordonner entre eux dans différents pays. Marine Le Pen, elle va aller parler avec Viktor Orban, oui. Elle va aller parler avec justement aussi Giorgia Meloni en Italie. Enfin, c'est quelque chose qui est où pour le coup ils n'ont pas du tout de soucis pour parler de leur projet pour l'Europe qui est pas du tout le nôtre. En effet. Et nous, c'est vrai qu'on devrait essayer de pouvoir travailler plus là-dessus. Il y a Pedro Sanchez maintenant aussi qui a repris aussi le Parti socialiste, l'international socialiste. Oui. Et c'est quelque chose, je pense que ça peut être une vraie opportunité de refaire vraiment, de revoir qu'est-ce que nous, on a comme programme et comme projet d'Europe en tant que socialiste. Ouais, d'ailleurs, il y a un très bon bouquin de Hugo Paletta, je pense, sur justement cette organisation des extrêmes droites et des droites en Europe. Le nom du bouquin, je crois que c'est la nouvelle internationale fasciste, ou un truc comme ça. Et qui décrit justement très très bien ces mécanismes d'organisation à échelle internationale, et pas seulement européenne d'ailleurs, à échelle, parce qu'on voit très bien aujourd'hui que les extrêmes droites européennes vont parler avec Trump, avec Bolsonaro, avec Narendra Modi, avec tout ce spectre politique-là, un peu partout dans le monde. Là où à gauche on a un petit peu perdu cette culture internationale et internationaliste aussi, d'organisation en Europe et dans le monde. Donc voilà, petite recommandation. Mais moi, pour revenir sur Chloé, je suis très très frustré parce que je pense que je pourrais l'écouter pendant des heures et c'est carrément pas assez, mais vas-y, c'est pas grave. Mais en fait, ce que je trouve vachement intéressant avec Chloé, c'est justement son aspect complet sur la notion d'écosocialisme en fait, parce qu'il y a du coup
Elle décrit très bien le mouvement de l'écologie vers le socialisme, le côté socialisme historique avec les lectures de Marx, Bloom, etc. Mais aussi l'aspect démocratie en fait, à travers son assos, etc. L'aspect très complet, l'espèce de triptyque démocratie, écologie, socialisme qui recoupe l'éco-socialisme en fait. C'est ça que je trouve vachement intéressant chez Chloé, plus le côté un peu théoricien, un peu prof sympa qu'on aime bien écouter. Non, moi je suis très content. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance, c'est vrai qu'on a de la chance de l'avoir en tant que porte-parole au Parti Socialiste, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, on a quand même réussi à parler de très nombreux sujets tout en les vulgarisant aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important finalement quand on parle de sujets qui peuvent être complexes, parce que malheureusement, la plupart, c'est bateau, mais on est dans un monde complexe avec des sujets complexes et dans lesquels finalement nous, en tant que personne de gauche, en tant que socialiste, on se refuse. Et c'est vrai que, elle l'a abordé, mais on se refuse à avoir des solutions un peu simplistes, un peu, qui sont juste là pour faire plaisir à tel ou tel électorat, mais on revient sur l'historique, mais on veut changer la vie, mais on veut la changer pour ceux qui en ont besoin. Et ça demande aussi de vulgariser les gros sujets. C'est vrai qu'elle le fait très très bien. Là on fait on est en train de faire du fanboy, fangirl, un tout petit peu, mais c'est pas grave. Le fan club ici. Ah mais totalement. Totalement. On a même l'esprit critique. Gloire à notre chef suprême. Non, on a dit, voilà, c'est ça. On a dit il n'y a pas de chef, et c'est, mais c'est vrai que elle a aussi aussi un point qui est intéressant à discuter, c'est la question en effet de la jeunesse en politique. Quand on regarde, elle a aujourd'hui 31, voilà, elle est 31 ans, elle est porte-parole du parti, mais c'est vrai que son parcours, on l'a vu, a été très varié, multiples facettes. Et c'est vrai que la question de la jeunesse en politique dont elle a parlé, de se dire demain, je pense que là c'est un gigantesque débat et sur lequel, inévitablement, quand on a face à nous un mur social, un mur écologique sur lequel on a tous nos, on va dire, les vieilles générations qui appuient sur l'accélérateur en disant de toute façon on va foncer dans le mur et c'est pas grave, nous on sera plus là pour le voir. Et c'est vrai que le fait que la jeunesse doive prendre le pouvoir est essentiel dans les partis, dans la vie politique de manière générale. Et je sais pas vous d'un point de vue action, parce que c'est vrai que derrière ça peut être frustrant aussi de ce point de vue-là, d'agir en tant que jeune dans un parti, parce qu'un parti fondamentalement c'est souvent vieux. Ouais. Et d'ailleurs c'est tout l'intérêt et à la fois le paradoxe des organisations de jeunesse. Bon là on s'éloigne un petit peu d'une réaction pure et dure, mais c'est pas grave, on parle là-dessus. Je trouve que c'est un petit peu l'avantage et le paradoxe, comme je dis, des organisations de jeunesse, c'est qu'en fait on peut avoir nos organisations dédiées à nous, on peut développer nos propres revendications, notre propre ligne, on peut avoir nos propres cercles militants. On n'est pas nécessairement confronté à des plus expérimentés, des plus vieux, ou à des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes ambitions que nous, qui n'ont peut-être pas non plus les mêmes besoins, les mêmes ressources, etc., qui ne viennent pas des mêmes milieux. Enfin bref, c'est à la fois essentiel d'avoir ces trucs-là, mais d'un autre côté, ça nous ostracise un petit peu aussi des luttes dans les partis tout court. En effet. Le fait d'être confiné dans nos organisations de jeunesse nous coupe d'une certaine manière des luttes internes et nous empêche de prendre la main et d'avoir la main sur ces appareils-là. Donc effectivement c'est quelque chose qui est assez paradoxal à voir, mais bon. Il y a effectivement une question importante autour de l'engagement de la jeunesse qui prend de plus en plus, je pense. Un peu partout en France, y compris dans la ruralité. Je pense que c'est important aussi de ne pas avoir seulement des mouvements urbains, d'avoir aussi des mouvements en ruralité dans les petites villes où l'engagement politique est beaucoup plus compliqué de par l'éclatement géographique. Mais après, il y a aussi pour ce côté justement avec la jeunesse et que les partis politiques puissent réussir justement à plus faire confiance, à investir plus de jeunes, etc. pour les élections. Je trouve que c'est quelque chose qui est
où on peut voir que ça peut être compliqué dans pas mal de partis, sauf des partis comme l'extrême droite justement, qui peut être assez... c'est pas forcément, ça se pense pas forcément comme ça, mais à chaque fois, il laisse quand même de la place à des personnes plus jeunes, donc c'est dommage que nous, justement, on n'arrive pas à faire ça avec, parce qu'on a des personnes qui sont largement formées, qui sont très compétentes pour ça. Et bon, un exemple qu'on peut avoir à gauche pour des élections où on fait confiance un peu à de la jeunesse aussi, il y a Europe Écologie Les Verts là, qui investit Marie Toussaint pour les élections européennes. Et elle, de toute façon, c'est aussi la génération climat, c'est toutes ces choses-là. Et du coup, c'est aussi, c'est plutôt... Je pense que c'est un bon signal aussi parce que ça montre que les préoccupations, de toute façon, de cette génération climat, toutes les manifs qu'il y a pu y avoir, tout ça, c'est quand même entendu, ça peut quand même avoir un débouché après. Donc même si je regrette personnellement je regrette qu'on ait du mal à faire l'union de la gauche pour les élections, mais je trouve que c'est intéressant quand même de mettre des personnes que peut-être qu'on voit un petit peu moins d'habitude, qui sont plus jeunes, de pouvoir leur permettre de s'exprimer là-dessus aussi. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir aussi Chloé Ridel en porte-parole, parce que c'est aussi la jeunesse, c'est aussi la lutte contre pareil, le changement climatique, c'est aussi le féminisme, plein de choses comme ça, donc c'est des bons signaux. Et d'ailleurs, sur cette question des européennes et de la jeunesse, aussi du côté du Parti communiste aussi, avec Jean-Christine qui a été, je peux me faire emporter ton Parti communiste, mais c'est intéressant de voir qu'ils mettent l'ancien dirigeant de leur jeunesse en tête de liste pour 2024. Bon, évidemment, ça pose plein de questions, mais je pense que c'est intéressant aussi et ça envoie, je pense, un signal fort aussi. De montrer que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est complètement irresponsable et juste idéaliste sans avoir aucune accroche dans le réel derrière. Ça montre qu'on peut avoir un projet sérieux en étant jeune, en étant ferme sur les appuis et en étant droit dans nos bottes, en allant là où on veut. Droit dans nos bottes, souple dans nos baskets, ça c'est du josseron. mais oui, totalement, et c'est vrai que de montrer qu'il y a des débouchés pour la jeunesse, parce que c'est vrai qu'il y a encore, quand on regarde les universités d'été de l'année dernière, ou de celle encore avant, il y avait énormément de discussions sur finalement il y en avait encore un peu cette année, mais sur les associations ont-elles vocation à remplacer les partis politiques, notamment à cause de cette notion de débouché politique pour la jeunesse, où il y avait cette question de dire, finalement, si les jeunes ne peuvent pas s'engager ou si on ne les prend pas au sérieux, ils ne viendront pas. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai et on réussit aussi, y compris nous au Parti Socialiste, et j'espère en tout cas, je suis convaincu qu'on va montrer, on enverra aussi un message qui sera fort pour ces questions européennes. Et c'est vrai qu'on a dans le on a dans le chat, c'est vrai on a parlé, c'est en lien, mais sur la question de Royal, où c'est vrai que Chloé n'a pas été dans la demi-mesure, c'est une réalité. On aime quand il n'y a pas de langue de bois. Et c'est vrai que ce type d'annonce finalement de femmes providentielles qui débarquent, voilà quoi. Ça sent le réchauffer. C'est pas bon pour l'image même de la gauche vis-à-vis de nos concitoyens, quoi. Et c'est vrai que on peut parler à ces gens, leur poser des questions. On avait eu pendant les universités des élus, il y a François Hollande qui était venu. Pour intervenir sur sur l'international, on va dire sur des sujets dans lesquels sa compétence en tant qu'ancien président de la République, c'est des choses qu'on est obligé de reconnaître aussi. On est tous d'accord, je pense, y compris Chloé qui nous a quittés. Il y a eu des fortes erreurs qui ont été faites. Néanmoins, on peut pas forcément, on peut pas couper les ponts, mais derrière, c'est des gens qui aujourd'hui, des hommes et des femmes du passé, et on ne peut pas on peut pas vivre et faire de la politique en regardant constamment dans le rétroviseur, quoi. C'est vrai qu'on dérive, mais l'intervention de Chloé a été extrêmement complète en fait sur beaucoup de sujets, et du coup il y a plein de choses sur lesquelles on peut rebondir. Je sais pas s'il y a d'autres points qui vous ont...
Là, moi c'était bon après. Je pense qu'après on va voir peut-être le début du discours d'Olivier Faure qui va commencer peut-être. Ouais. Et où je pense qu'il y aura quelques échos sur la question de l'union de la gauche, sur la question sur les européennes, où on va de nouveau en entendre parler avec le discours de notre premier secrétaire.